Nous avons parlé d'enjeux, nous avons parlé chiffres et ciblage des politiques de prévention. Et ce matin, en ouvrant nos travaux, nous nous sommes dit que cette journée était aussi l'opportunité de mettre en place des dynamiques partenariales à l'échelle de la Bretagne pour que les acteurs que vous êtes, puissent travailler dans le même sens pour une prévention efficace des consommations de substances addictives. Ça va être l'objet de notre dernière table ronde et je vais inviter Marianne Leporreau, Estelle Kidler et Christelle Cros à venir prendre place sur scène avec moi. Je vous remercie. Venez me rejoindre. Venez vous installer. Nous allons, avec elle, parler de cette dynamique à l'échelle de la région et de la manière dont de telles dynamiques peuvent se mettre en marche en matière de prévention. Et nous allons le faire avec vous. Et ça m'oblige, avant de vous présenter, mesdames, à vous donner la règle du jeu auquel nous allons jouer cet après-midi. Vous allez à nouveau pouvoir interroger les intervenantes en posant des questions, soit en sollicitant le micro, soit en envoyant des SMS, mais nous allons nous aussi vous en poser. Et vous allez avoir à chaque fois un temps pour répondre à ces questions que nous allons vous poser, mais à le faire collectivement. L'objet, c'est que vous puissiez échanger, discuter, partager et pas répondre chacun dans votre coin. Nous allons donc jouer à un jeu qui s'appelle Philips 6.6. Alors c'est un nom un peu barbare pour quelque chose de très simple. On va vous proposer sur les temps où nous vous poserons des questions de constituer des groupes de 6 personnes. C'est tout simple. On va vous demander de vous retourner vers vos voisins de derrière et de faire un groupe de 6, 7 personnes. Alors maintenant que les groupes sont faits, je vous propose de revenir sur le sujet qui va nous rassembler cet après-midi. On va donc travailler sur cette dynamique partenariale et ce qu'on vous propose avant tout, c'est de réfléchir aux enjeux forts qui pourraient être ceux de la mise en place de démarches de prévention des conduites addictives qui soient organisée, menée en collaboration entre les différents partenaires. Est-ce que vous pouvez peut-être, mesdames, je ne sais pas qui veut commencer, nous dire ce que sont pour vous, les unes et les autres, les enjeux d'un tel développement? Mettre en place des démarches, mettre en place des actions pour faire baisser les consommations. Quel est l'enjeu qu'il y a derrière? Qui veut commencer sur cette question-là? Allez-y. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? S'il vous plaît. Oui. Les groupes sont faits, c'est bon? Tout le monde a trouvé sa place? Donc moi, je suis Marianne Leporreau, je suis chargée de prévention et de formation donc à l'association Addiction France, dans le Morbihan pour ma part. Donc par rapport à cette question, un des enjeux, ça va être déjà d'appréhender la place des conduites addictives et des consommations dans l'entreprise. Un deuxième enjeu, ça va être de promouvoir un environnement de travail favorable à la santé des salariés. Et puis, c'est l'occasion aussi pour une entreprise d'augmenter la question de la sécurité et du risque, puisque souvent, quand elles nous contactent, c'est qu'elles réfléchissent à cette question-là, parce que soit par le passé, il y a eu un incident ou un accident, ou soit justement, elles veulent travailler sur cette question-là pour anticiper. On a parlé d'anticipation ce matin. Et donc, à travers cette réflexion, c'est aussi leur donner l'opportunité de mieux communiquer sur la thématique en interne. Puisque par expérience, on se rend compte que la question des conduites addictives et des consommations de produits, ça reste des sujets qui sont tabous. Donc la communication, c'est extrêmement important. Et puis, une entreprise qui communique bien, l'enjeu derrière, ça va être aussi de permettre à des salariés qui pourraient être en difficulté par rapport à leur consommation, d'oser en parler. Et l'enjeu principal, c'est bien évidemment de détecter et de prendre en charge rapidement les situations problématiques. Des enjeux que vous partagez, l'une et l'autre?
Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien aussi, ça va? Moi, je m'appelle Christelle Cross et je suis déléguée générale du fonds de dotation Addicted. C'est un outil philanthropique. Il n'y a pas de collaborateurs qui vivent dans le Morbihan. C'est une structure nationale, toute petite, puisqu'on est 3 collaborateurs. Mais on a toute une partie de notre activité, un portail que je vous montrerai tout à l'heure, qui est dédié à la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, avec des ressources pour vous aider. Et donc les enjeux pour nous sont évidemment très importants. D'une part, concernant la santé des collaborateurs, bien sûr, c'est le premier enjeu, puisqu'on sait que les conduites addictives peuvent mener à des troubles psychologiques, somatiques, et peuvent mettre en danger la personne. Et quand on parle de danger et de sécurité, il y a aussi cet enjeu de sécurité au sein de l'entreprise, puisque la conduite addictive peut conduire à un accident du travail, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peut être parfois grave ou très grave, puisqu'il peut y avoir invalidité pour là où les personnes, voire même des décès dans le pire des cas. Et puis il y a les accidents aussi sur le trajet qui sont à prendre en compte. Il y a des enjeux de qualité pour l'entreprise parce que la conduite addictive peut avoir pour conséquence d'altérer le jugement de la personne, ses prises de décision, sa concentration. C'est des enjeux de performance aussi pour l'entreprise parce que la conduite addictive peut altérer aussi la mémorisation, les capacités d'apprentissage et les capacités d'adaptation. Et puis ce sont des enjeux de ressources humaines, bien évidemment, avec des arrêts de travail de courte durée qui peuvent être nombreux, des retards au travail. Et puis il y a les enjeux de responsabilité de l'employeur, pénal, civil, et enfin des enjeux culturels, puisque on sait que pendant les moments de convivialité dans l'entreprise, qui sont tout à fait nécessaires et indispensables, eh bien, il peut y avoir une augmentation des conduites addictives par les pots de départ, les after-work, ou même dans le domaine professionnel pendant les déjeuners d'affaires. Donc on le voit vraiment, les enjeux sont très nombreux pour l'entreprise. Des enjeux, effectivement, qui viennent compléter ce qu'on a dit ce matin, Estelle. Pour vous, ça va dans ce sens-là, les enjeux pour l'entreprise, ils sont là? Oui, je pense que je partage les mêmes idées que mes collègues. Après, moi, c'est vrai que je suis médecin du travail dans service inter-entreprise. Donc, contrairement à mon confrère ce matin, c'est vrai que moi, j'ai des entreprises de toute taille dans tous les secteurs. Je pense qu'il y a d'autres médecins pas mal dans la salle qui sont dans mon cas. Donc, c'est vrai que nous, contrairement peut-être à ce que disait mon confrère ce matin, moi, j'ai encore des situations aiguës où j'arrive justement peut-être plus en curatif qu'en préventif. Donc, c'est vrai que développer et communiquer sur ce sujet, pour nous, c'est justement pouvoir anticiper et améliorer la prise en charge de ces salariés qui sont en détresse souvent. Et puis accompagner le collectif aussi, qui, c'est vrai qu'on disait aussi, ça reste, alors ça évolue, mais ça reste quand même un tabou. Les collègues sont toujours, quand ils en parlent, ils disent que c'est la délation, des termes qu'on entend encore, alors qu'on essaye de justement promouvoir le fait que communiquer, justement, c'est les aider, c'est les accompagner, c'est leur permettre de prendre conscience et puis d'éviter d'arriver trop tard. Voilà, mais... Après, ça se développe. Après, c'est vrai que c'est des entreprises, il y a de grosses entreprises qui ont déjà mis pas mal de choses en place, et où les employeurs sont bien impliqués. Et puis, il y a d'autres entreprises où c'est plus compliqué sur le terrain. Donc, c'est vrai que nous, dans le service, on essaye de mettre des groupes de sensibilisation, on essaye de favoriser la communication. Alors après, on collabore des fois avec Addiction France ou d'autres organismes pour pouvoir intervenir dans des entreprises parce qu'on n'a pas toujours le temps nous-mêmes de le faire. Ou on essaye aussi on travaille avec des infirmières qui vont aussi sensibiliser dans les entreprises sur ces sujets-là, souvent à la demande de l'employeur aussi, ou quand malheureusement on constate qu'il y a des situations d'addiction. Difficiles. Voilà, grosso modo. En fait, l'une des questions que je vais vous poser et que je poserai à la salle aussi, c'est au regard de tout ce qu'on dit depuis ce matin sur les enjeux, sur la nécessité, sur les risques pris et par les salariés sur leur santé et par les employeurs, il n'y a pas plus de choses qui se font, ou en tout cas, il y a encore des entreprises et il y a encore des acteurs qui ne sont pas dans cette dynamique d'action. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui bloque en fait? C'est ce fameux tabou dont vous parliez toutes les deux qu'il faut réussir à lever. Et ce tabou, en fait, il a pour conséquence au sein de l'entreprise qu'effectivement,
comme vous le disiez très bien, on a l'impression de faire de la délation quand on voit un collaborateur, un collègue en difficulté parce qu'on a peur qu'il perde son travail. Et en fait, il faut réussir à ouvrir ces œillères-là et entamer le dialogue avec les personnes et entamer ce dialogue évidemment avec beaucoup de bienveillance. Et toujours sur l'axe du travail, parce que le tabou, il vient aussi du fait qu'on est à la limite d'une question privée et d'une question de travail, puisque l'addiction, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, hein, elle est toujours là dans le travail. Mais dans notre esprit, encore, c'est du domaine du privé. Et c'est vrai que c'est aussi du domaine du privé et du personnel, mais quand ça a un impact sur le travail, il faut savoir réussir à en parler sous l'angle du travail. C'est-à-dire, très factuellement, il y a des retards, il y a de l'absentéisme, le travail est rendu dans un délai beaucoup plus long qu'il ne l'était auparavant, avec une qualité qui n'est pas aussi bonne. Il y a des rapports conflictuels avec certains collègues. Voilà, il faut vraiment partir de cette situation très concrète et très factuelle au travail pour réussir à en parler concrètement au travail. Mais ça veut dire lever un tabou. Et alors un tabou, moi je ne sais pas comment on fait. Un tabou par définition, c'est compliqué à gérer. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que vous voyez des options à prendre pour réussir à en parler? Marianne, vous nous parliez du tabou tout à l'heure. Alors comment on gère ça? Oui, alors c'est vrai que je vous rejoins complètement sur ce que vous dites. Souvent, une entreprise, elle ne va pas y aller parce qu'elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment en parler. Et puis, elle se dit, elle a l'impression qu'elle doit porter le salarié du début jusqu'à la fin, l'accompagner du début jusqu'à la fin. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'effectivement, la porte d'entrée, c'est la sécurité au travail. Et donc, il faut, pour pouvoir en parler, s'appuyer sur des choses concrètes, mais en lien avec la sécurité au travail. C'est de leur responsabilité. Et puis, c'est aussi leur faire connaître les structures ressources existantes, que ce soit en interne ou en externe, pour leur montrer que voilà, ils ne sont pas tout seuls à devoir gérer ça. L'entreprise, c'est un maillon de la chaîne, mais il y a d'autres maillons aussi à côté. Il y a le soin, il y a le service social, etc. Et ça, pour une entreprise, c'est rassurant. C'est ce qui va faire aussi qu'elle se sent moins seule et elle va oser davantage en parler. Alors, en parler aussi, le tabou, c'est parce qu'il y a une méconnaissance aussi sur le sujet, de l'addiction. Mais après, ça a été dit ce matin aussi, c'est vrai que nous, on parle beaucoup de troubles du comportement, sans forcément d'évoquer quelle est l'origine de ce trouble-là. À la limite, on s'en fiche un petit peu de savoir si c'est l'alcool, les médicaments ou autre. On parle d'un comportement qui n'est pas compatible avec la sécurité, avec le poste qu'occupe la personne. Voilà. Et là, un employeur, il a toute sa légitimité pour intervenir. Estelle, sur cette question du tabou, de ce qui bloque pour avancer? Non, je pense que c'est, comme disent mes collègues, c'est d'en parler le plus possible, d'essayer alors peut-être pas banaliser, mais essayer que ça soit plus... qu'on puisse en parler librement. Alors moi, certains employeurs, ils ont des réserves aussi parce qu'ils ont certaines réserves aussi à en parler parce que quand on en parle, on a vu ce matin que le contexte, notamment le travail, peut influencer sur les addictions, tout ça. Donc souvent, les employeurs me disent, si on parle, ça veut dire qu'on dit qu'il y a un problème. Donc ça les remet en question et des fois, c'est un peu compliqué d'essayer d'admettre que peut-être c'est le travail qui a pu engendrer... parce qu'on le disait, il y a le professionnel, les situations de stress, voilà. Et donc etc. ça, c'est pas toujours simple à admettre. Après, la pathologie fait aussi qu'il y a le déni qui en fait partie. Donc, c'est vrai que ça complique, par rapport à d'autres pathologies, au niveau de la parole, c'est plus compliqué des fois de l'aborder. Mais moi, ce qu'on fait dans le service ou ce qu'on essaye de faire avec d'autres organismes, c'est effectivement d'en parler le plus possible pour que les gens puissent en parler le plus librement et que ça soit plus qu'il y ait une culpabilité ou d'autres sentiments qui pouvaient être liés, qui se libèrent et qui puissent permettre de vraiment se saisir du sujet et puis voir comment on peut avancer tous ensemble. Voilà. Lever la culpabilité. Alors, c'est une piste. Quelles sont vos pistes à vous? Nous vous proposons là de prendre 6 minutes par groupe de 6. On a parlé de tabou, on a parlé de culpabilité, on a identifié ce qui bloque ici sur scène. La question que nous vous posons à présent, c'est la même. La première, on vous pose la première. Quels sont pour vous les principaux freins à la mise en place de démarches de prévention au sein des entreprises? Vous avez la bonne feuille? Donc cette question des freins, je lance le chronomètre. L'idée, c'est que vous fassiez une réponse collective. Le principal frein pour vous
au lancement de démarches dans les entreprises, quel est-il? C'est parti? Eh bien, je vous invite à commencer à en échanger. Voilà, c'est parti. Alors, si vous voulez me donner peut-être les premières qui arrivent, et puis on va compléter au fur et à mesure. Merci. Alors, je vous propose de partager. Merci. De partager les quelques éléments. Je crois qu'il reste encore quelques fiches qui vont revenir jusqu'à nous. Sur les freins, et je les partage avec vous, mesdames, et n'hésitez pas à réagir. Des freins forts, le déni de l'employeur, la minimisation du risque, le manque d'implication, de connaissances, l'employeur lui-même addict, ce qui arrive. Les défauts de priorisation du risque par rapport à d'autres priorités. Peut-être qu'on peut en parler de ça aussi. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui, elles sont, à la sortie du confinement en plus, elles sont sous pression d'énormément d'injonctions, d'énormément de pression, d'énormément de risques économiques. Là, on l'a vécu. Est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous le percevez, ça, cette priorisation qui va sur d'autres sujets et qui se détourne peut-être un peu de la santé et de ces conduites addictives? En fait, le contexte des entreprises n'est sans doute pas favorable à une attention à ces questions. À la fois, j'entends ce que vous dites et en même temps, le confinement a bien montré la problématique de l'augmentation des conduites addictives de la part des salariés, isolés, avec des produits à disposition. On était dans une période quand même très anxiogène et qui peut pousser à la consommation. On a vu une augmentation de la consommation de tabac, par exemple, pendant cette période-là. On a vu que le mois sans tabac, en 2020, n'a pas fonctionné comme il avait fonctionné jusque-là, avec la moitié moins de participants, parce que la période était anxiogène et qu'elle a poussé à la consommation de cigarettes. Et un sujet qui est beaucoup revenu de la part des entreprises pendant cette période de confinement, c'est l'hyperconnexion et la déconnexion. Parce que quand on télétravaille, on peut travailler de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, encore plus que quand on est au bureau, qu'on est en visioconférence à longueur de journée. Qu'en étant en visioconférence, on consulte son smartphone qui a des notifications avec des mails qui arrivent auxquels on a envie de répondre. Et donc, du coup, chez Addicted, on a été sollicité par des entreprises, et des grosses entreprises qui nous ont demandé de sensibiliser les collaborateurs vraiment au danger de l'hyperconnexion et les encourager à se déconnecter. Donc, voilà, il y a quand même une préoccupation de l'entreprise liée au confinement pour moi. Alors, ça vient appuyer l'une des propositions, ou en tout cas l'un des freins que vous avez identifiés dans certains des groupes. Vous parlez de remise en question de l'organisation du travail. C'est ce qui a été effectivement vécu dans certaines entreprises pendant la période de confinement. D'autres suggestions sur ce qui freine le manque de temps. Le manque de temps, travailler sur ces questions, c'est forcément chronophage? Oui. Forcément. Oui, forcément. Si on veut faire les choses bien, à la va-vite, ça ne marche pas. On voit bien, nous, il y a des entreprises qui nous contactent. Vite, il faut faire quelque chose. Alors, une intervention ponctuelle, ça, c'est toujours mieux que rien. Mais bon, voilà, ça a un effet ponctuel. C'est sûr que si on veut mettre en place une démarche de prévention dans sa globalité, il faut prendre son temps si on veut que ça fonctionne. Et voilà, cette question, ce que je disais tout à l'heure, de communication, elle est très importante. Donc il faut communiquer déjà avant de lancer le projet, tout au long du projet, et puis voilà, il faut se poser les bonnes questions. Et voilà, la question du temps, elle est très très importante. Alors du temps, mais aussi des moyens humains et financiers. Dans le même groupe, vous parlez de la nécessité d'avoir un intervenant, de la nécessité aussi de consacrer des moyens humains, d'y investir de l'argent. C'est avec ces trois éléments, du temps, des hommes et des finances,
c'est quelque chose qui rend difficile les actions au sein des entreprises. Oui, c'est sûr qu'il faut des moyens, alors moyens financiers parce que oui, ça a un coût, mais qui peut rentrer dans le plan de formation de l'entreprise. Et puis des moyens humains, c'est sûr que plus une entreprise est grande, plus elle peut mettre à disposition des personnes qui se sentent investies et qui ont envie de travailler sur la thématique. Oui, moi, alors, c'est vrai qu'au niveau des moyens, c'est sûr que nous, enfin en tout cas dans mon service interentreprise, on a beaucoup de petites entreprises. Mon confrère ce matin, c'est vrai qu'il a expliqué le temps que ça lui avait pris, là, des groupes de 20, 3 heures. C'est sûr que là, c'est pas faisable. Alors nous, on essaye des fois de sensibiliser des personnes internes à l'entreprise pour qu'elles perdurent. Mais après, c'est vrai que le temps, les moyens, on essaie aussi de faire des partenariats avec Addiction France pour qu'ils interviennent. Enfin, il faut qu'on développe ça parce que c'est vrai que les services médecine du travail, là, dans l'état actuel, après, en plus, on voit nos salariés, enfin, à part ceux qui sont en difficulté et ceux qui sont en cire, mais de moins en moins. Donc, pour le suivi, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que l'organisation actuelle de nos services n'aide pas à mettre en place... on essaye, mais par manque de temps et de moyens, en tout cas financier, finalement, c'est étonnamment peut-être pas celui qui est peut-être pas le plus compliqué aujourd'hui. Moi, à mon niveau, mais je pense pas. Mais par contre, c'est vrai que nous, en interne, on essaye déjà de former nos infirmières pour qu'elles puissent se répartir sur tous les secteurs. Enfin voilà, on essaye de prendre d'autres personnes référentes pour qu'elles puissent, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir faire ce genre de sensibilisation ou intervenir dans les entreprises, mais ça reste limité. C'est vrai que j'imagine que d'autres sont concernés. Les toutes petites entreprises, c'est compliqué de faire passer le message. Et puis on manque sans doute un peu de temps. Ouais. Il faut du monde. Il va falloir trouver du monde à mobiliser. Les partenariats, tout ça, c'est ça que... Alors, c'est du temps passé, c'est vrai, mais c'est du temps de gagner. Après, donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on travaille sur cette problématique, parce que si on fait de la prévention primaire de plus en plus, on n'a pas à régler après des situations qui sont en prévention tertiaire et où on est avec des collaborateurs vraiment très en détresse et qui perturbent, entre guillemets, le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y a cette question, on va garder ce point-là, donc effectivement de pouvoir mobiliser des moyens qu'ils soient financiers, mais on l'a vu surtout humains et d'accompagnement. Il y a dans toutes les fiches que vous avez fait remonter cette question de la connaissance et de l'accompagnement en fait, avec des experts ou en tout cas des personnes qui sont capables d'apporter le regard pertinent. Ça me pose la question de l'outillage. Quand on est une entreprise, qu'est-ce qu'on a comme outil à disposition, qu'est-ce qu'on a comme accompagnement possible, que ce soit la médecine du travail, que ce soit les préventeurs globalement, que ce soit les associations, vers qui on se tourne et puis qu'est-ce qu'on peut solliciter comme aide. Vous parliez des toutes petites entreprises, par exemple, quand on est tout seul dans son entreprise. Et vous avez les organismes et associations que vous représentez, vous avez développé des outils. On pourrait peut-être faire un petit point de précision sur ces outils. Marianne, on pourrait parler de l'offre de services en milieu professionnel d'addiction en France, parce qu'il y a une offre spécifique pour accompagner les entreprises. Oui, alors nous, à Addiction France, on propose ce qu'on appelle la démarche globale de prévention des risques professionnels. Alors la démarche globale, je vais vous la présenter. Donc, on propose aux entreprises déjà de constituer un groupe de travail, s'il n'existe pas, pour réfléchir à cette thématique-là. Donc, un groupe de travail qui va être représentatif de l'entreprise, ça c'est important. Une fois que ce groupe de travail est constitué, on leur propose de faire une formation pour que les membres de ce groupe aient un langage commun. Donc, un langage commun par rapport à la notion de base en addictologie. Un langage commun par rapport aussi à la réglementation, au point législatif et réglementaire, et puis un langage commun par rapport aux outils qui vont permettre à ce groupe de construire notamment un protocole d'intervention
adaptées à leur réalité de terrain. C'est-à-dire, à l'issue de cette formation, ce groupe est outillé pour construire en interne les documents sur lesquels ils pourront s'appuyer lorsqu'ils seront confrontés à des situations problématiques. Donc, à l'issue de cette formation, ce groupe de travail va être en autonomie. Ils vont se réunir, les membres vont se réunir plusieurs fois pour écrire des articles qu'ils vont intégrer à leur règlement intérieur, pour construire les protocoles, pour construire des fiches constats, etc., etc. Et puis, nous, ponctuellement, on va venir en soutien lors de réunions d'accompagnement où on va pouvoir les conseiller par rapport à l'avancée de leurs travaux. Une fois que l'ensemble de ces documents sont rédigés et qui sont validés en interne et en externe, on peut proposer des formations aux managers. Donc là aussi, l'objectif, c'est qu'ils aient le même langage commun par rapport aux notions de base en addictologie, au cadre législatif et réglementaire, et puis qu'ils puissent s'approprier les documents en interne. Voilà, l'objectif de la formation, c'est qu'ils puissent vraiment repérer quel est leur rôle dans cette démarche de prévention et qu'ils sachent comment intervenir de manière adaptée. C'est aussi de pouvoir harmoniser les pratiques des uns et des autres au sein de l'entreprise. Puisque ce qu'on observe, c'est que parfois, quand il n'y a rien dans l'entreprise et qu'on est confronté à des situations problématiques, chacun se dépatouille un petit peu aussi comme il peut, puis avec qui il est. Donc ça, on fait comme on peut, mais parfois on n'intervient pas toujours de la bonne manière, mais ce qui est logique, puisqu'il faut des outils pour pouvoir intervenir. Une fois que ces formations en direction des managers sont faites, on propose des sensibilisations donc à l'ensemble des salariés. Alors, sous deux formats, c'est soit des sensibilisations par groupe de 15 personnes à peu près. Donc, on va discuter avec eux des risques liés aux consommations de produits. Et puis, quand on est vraiment sur une entreprise où il y a beaucoup de personnes, où faire des groupes, c'est trop compliqué dans l'organisation, on peut faire des sensibilisations, mais sous format forum. Donc là, c'est un stand, et puis avec d'autres partenaires, et les salariés échangent avec nous, mais sur un temps plus court. Et donc, on propose aussi des outils en complément à cette démarche. Des outils, donc ça va être, on a une exposition entreprise qui peut être mise à disposition de la structure. On a un simulateur d'alcoolémie et puis on a des réglettes, des verres doseurs, des choses qui illustrent tout ce que l'on dit avec les professionnels qu'on rencontre. Ce qui est notable dans cette démarche que vous nous présentez, c'est qu'elle s'appuie sur un groupe à constituer. Vous avez parlé d'autonomie, donc il faut autonomiser un groupe. C'est le principe de l'organisation collective, du community organizing, comme disent les Canadiens. Mais ça interroge. Comment on fait pour qu'une démarche que vous lancez, que vous accompagnez au début, puisse devenir pérenne au sein de l'entreprise, que ce groupe qui va porter la démarche, l'attention à ces questions, il puisse continuer à travailler même quand vous êtes un petit peu plus à distance. Ce qui les rassure énormément, c'est qu'on apporte beaucoup d'outils au cours de la formation. Donc, ils ne se sentent pas lâchés dans la nature comme ça. Ils repartent avec des notions, avec des exemples de protocoles, avec des outils concrets. Et puis, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent aussi nous contacter s'ils sont en difficulté sur tel ou tel point. Et que de toute façon, on se revoit quelques semaines après pour refaire le point. Et puis, repartir du bon pied s'il y a une baisse de motivation ou s'ils partent dans une mauvaise direction. Et donc, cet accompagnement permet de garder la motivation. Donc, c'est constituer le groupe, s'appuyer sur les ressources de l'entreprise, c'est un point important. Estelle, les entreprises peuvent aussi s'appuyer sur le service de santé au travail très directement. Là aussi, quelles sont les actions? Comment est-ce que vous aidez les entreprises à avancer dans ce sens-là? Après, on a un peu les mêmes outils. Alors moi, dans mon service, on a créé pareil des protocoles et pas mal de documents aussi. On a un portail que tous les adhérents peuvent ouvrir, et voir toutes les informations qui y sont mises. Et du coup, on a créé un pôle addiction où ils peuvent justement trouver tous les documents
conduite à tenir lors d'un trouble du comportement, les fiches de constat, des documents sur la législation. Enfin voilà, je pense que tous les autres services font à peu près ça aussi. Enfin, il y a des documents qu'on peut transmettre. Après, souvent, ils nous appellent directement. Et puis, c'est lors des échanges qu'on voit ce qu'on peut mettre en place. Je vous disais que nous aussi, il y a des groupes de sensibilisation qui peuvent être... nous, c'est une ou deux par semestre. On fait dans le service des groupes de sensibilisation à addiction, par exemple, ou ça dépend, au cannabis, où on précise... des fois, on a d'autres sujets sur les substances addictives. Et les adhérents peuvent s'inscrire, ou on va dans certaines entreprises quand l'employeur est demandeur directement dans l'entreprise. À la demande de l'employeur, vous pouvez vous déplacer dans les entreprises. Après, pour les petites entreprises, pour les grosses entreprises, souvent on est en collaboration avec Addiction France, où justement on fait, comme vous a expliqué ma collègue, le genre de pratique qu'elle utilise. Mais pour les petites entreprises, c'est souvent nous directement qui sommes sollicités et qui allons sur place pour sensibiliser les salariés. Directement, de vive voix, sur leur lieu de travail. Et puis, vous en avez parlé, l'outillage mis à disposition sur des plateformes. Christelle Cros, c'est aussi le travail que fait Addicted Pro. Est-ce que vous pouvez nous présenter, alors on va le voir, nous présenter cet outil, donc accessible en ligne. Mathilde un très long câble sur son ordinateur pour que vous puissiez naviguer et nous montrer ce qu'on peut y trouver. Donc c'est un outil numérique accessible en ligne, là aussi où on peut trouver la ressource quand on est chef d'entreprise, cadre ou même collègue de personnes pour lesquelles on s'inquiète. Oui, tout à fait. Alors c'est une création du professeur Michel Reynaud, qui nous a malheureusement quittés au mois de juin 2020, qui était psychiatre, addictologue et un des pères fondateurs de la dictologie. Et il est parti du principe, quand il a créé Addicted, qu'il y a un traitement de gap en France qui est très élevé, si ce n'est le plus élevé, dans la prise en charge des addictions, qui est de 80%. Ça veut dire que 80% des personnes addictes aujourd'hui en France ne sont pas prises en charge. Donc c'est énorme. Et il a considéré que l'outil numérique pouvait être un outil d'aide, déjà au grand public pour s'informer, pour comprendre, aux personnes addictes en particulier, à leur entourage, leurs proches, parce que ce sont les premières personnes qui vont se rendre compte d'un changement de comportement, puisque, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, c'est un des symptômes de la maladie, c'est le déni. Donc il a d'abord créé ce portail que vous allez pouvoir utiliser, qui s'appelle Addicted, tout simplement, et qui va parler de toutes les addictions. L'alcool, le tabac, le cannabis, les médicaments, psychotropes, antidouleurs, mais aussi tous les comportements, les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs en ligne qui sont en pleine explosion là, chez nos jeunes. Et puis pour chacune de ces addictions, vous allez avoir 3 ressources pour aider vos collaborateurs et qui vont pouvoir vous être utiles aussi pendant la consultation avec un salarié. Alors, vous avez déjà la possibilité d'évaluer un risque d'addiction. Alors, ce sont des questionnaires qui sont très rapides, qui sont évidemment validés scientifiquement. Vous en avez sur l'alcool, sur le tabac, sur le cannabis et sur des addictions aussi comportementales, comme l'Internet, le jeu, etc. Et en fait, ces outils d'auto-évaluation, vous pouvez soit dire à la personne que vous avez face à vous si vous détectez ou si elle vous dit qu'elle s'interroge sur sa consommation, qu'elle peut tout à fait réaliser ces tests-là chez elle toute seule. Ça peut être un déclic pour elle, mais vous pouvez aussi l'utiliser en échangeant avec elle pendant la consultation, à savoir, moi j'ai entendu des infirmières du travail me dire souvent que le cannabis, c'est moins tabou de dire qu'on fume du cannabis en consultation que de boire de l'alcool. Et donc, la personne va dire qu'elle fume du cannabis. Alors du coup, le médecin du travail ou l'infirmier va se demander si elle a conscience que ça a un impact sur son travail. Et puis là, non, tout va bien, etc. Donc, ce type de test d'auto-évaluation peut vous permettre en consultation d'avoir un échange avec la personne et peut-être de lui montrer qu'elle est peut-être au-dessus d'une consommation dite maîtrisée. Le deuxième outil, ça va être un annuaire de géolocalisation. Alors, la géolocalisation, c'est pour trouver un addictologue proche de son domicile ou de son lieu de travail. Donc, c'est très simple à utiliser. Il suffit de rentrer son adresse
Donc je vais rentrer par exemple une adresse à Paris, hein, puisque moi je suis parisienne. Voilà. Ah non, à Rennes alors. Ben, je sais pas. Alors vous avez une adresse à me donner précisément? 6 place du Champ de Mars. Rennes, 6 place du Champ de Mars. Allez. Donc comme ça c'est du direct. Ah, il faut que ça existe hein, quand même. Voilà, c'est bien tapé. Donc, on peut sélectionner un annuaire en particulier parce qu'il y a des XAPA, il y a des consultations jeunes consommateurs. Hein, ça peut aussi intéresser les salariés hein, dans l'entreprise qui ont des enfants. Vous avez des médecins addictologues en libéral ou à l'hôpital. Donc, on va cliquer sur tous. Pardon ? Oui, c'est moins de 26 ans. Oui, ils peuvent aussi travailler, tout à fait, tout à fait. Alors, on clique sur OK, et voilà. Donc, proche. Alors, non, mais est-ce qu'elle est... Alors, attendez, il faut peut-être que je mette... Ouais, alors, je vais mettre que Rennes. Oui, c'est le direct. On a peut-être été trop précis. Ouais. Voilà, là, on est là. Donc, vous avez toutes les structures, que ce soit un addictologue en libéral, que ce soit l'EXAPA, que ce soit les hôpitaux. Donc là aussi, ça vous permet en consultation, si la personne a un désir de s'orienter, de pouvoir la diriger directement. Alors souvent, on parle du médecin traitant, bien sûr, en première intention, mais le médecin traitant, il est souvent démuni aussi face à la question des conduites addictives. Donc là, c'est vraiment orienter la personne vers un spécialiste. Et la troisième ressource que vous pouvez indiquer aux salariés que vous avez en consultation, c'est un forum qui est animé par des patients experts addiction. Donc ce sont des personnes qui ont connu l'addiction à un niveau très élevé, qui s'en sont sortis. Donc ça, c'est un gros message d'espoir. Et qui ont décidé de se former à accompagner les personnes addictes. Et donc sur ce forum qui est complètement anonymisé, c'est la possibilité pour des personnes qui n'ont pas encore envie de s'auto-évaluer, qui n'ont pas encore envie d'une prise en charge médicale, d'aller échanger avec des personnes qui parlent la même langue qu'eux. Ils savent ce que c'est qu'une rechute, ils savent ce que c'est qu'un craving, ils savent ce que c'est que le mensonge. Voilà, donc ils vont écouter, ils vont donner des conseils. Donc ça, voilà, c'est la partie grand public, mais qui concerne aussi, bien évidemment, les personnes que vous recevez, hein, donc les salariés. Et puis la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, a trouvé ce portail bien fait, et elle a demandé au professeur Michel Reynaud d'en créer une version professionnelle. Et donc cette version professionnelle, elle s'adresse spécifiquement aux dirigeants d'entreprise, aux responsables des ressources humaines, aux managers, aux collaborateurs eux-mêmes s'ils veulent aller chercher de l'information, aux services de prévention et de santé au travail, aux partenaires sociaux. Et là, l'entreprise va trouver 2 ressources. La première, ce sont des fiches pratiques. Alors, il y en a une 50aine. Elles se répartissent en 3 catégories. Se renseigner sur les addictions, les prévenir et puis réagir quand on est face à une situation de détresse. Donc, vous en voyez là quelques-unes, ce sont les dernières qui ont été publiées. Hein. Vous avez des focus aussi sur des secteurs d'activité, hein, comme le secteur bancaire ou le secteur agricole. Ça va parler de toutes les addictions. Vous pouvez aller sur la case découvrir et là, vous avez un sommaire qui va vous aider du coup à retrouver ces fiches. Donc dans se renseigner, par exemple, on va pouvoir trouver une fiche qui questionne sur les 20 bonnes questions à se poser pour savoir si, pour évaluer sa politique de prévention des conduites addictives dans l'entreprise. Donc vous voyez, hein, la fiche se déroule. Elle se lit en général entre 5 et 10 minutes. Elle est accessible évidemment gratuitement. Vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Et la fiche va faire un état des lieux, un petit bilan général par le biais de ces 20 questions sur la façon dont l'entreprise conduit ou veut conduire une politique de prévention des conduites addictives. Une question qui vient de la salle, la version pro est totalement gratuite et accessible pour tout le monde aussi. Gratuite et accessible et vous pouvez naviguer de la version grand public à la version pro hein, sur le même, si je vous remontre, ici. Voilà, ici vous êtes sur Addicted le village que je vous ai présenté tout à l'heure pour le grand public et ici vous avez l'icône Addicted Pro. Et quand vous êtes sur Addicted Pro, vous pouvez retourner également au village.
Voilà, et donc c'est totalement gratuit, puisque c'est un portail qui a été soutenu par la MIDECA d'abord, et aujourd'hui par le Fonds de lutte contre les addictions, donc ce sont les pouvoirs publics qui le soutiennent. Vous allez trouver des fiches pratiques sur prévenir, cette fois-ci. Donc prévenir, donc les mesures et les actions générales, vous avez des points juridiques. Vous avez les bonnes pratiques pour réussir votre charte de prévention. Alcool, tabac et cannabis augmentent-ils les risques d'accident du travail et la perte d'emploi? Comment prévenir les conduites addictives dans les organisations de grande taille? Ce qu'il faut savoir quand on est une petite structure et quand on est dans la fonction publique. Et vous allez trouver, donc voyez-les, là il y a toutes les addictions qui défilent, et vous allez trouver aussi un item pour réagir face à une situation difficile. Donc voilà, la prise de connaissance de ces fiches peut vraiment vous aider à agir. Et il y a un dernier et deuxième outil, c'est pour trouver les acteurs qui peuvent effectivement vous accompagner dans votre démarche. Alors on parlait tout à l'heure des petites et des moyennes entreprises qui peuvent se regrouper et faire appel à la CARSAT ou aux agences de prévention, enfin des agences d'amélioration des conditions de travail qu'on appelle ARACT, ANACT. Donc elles peuvent trouver un lieu pour être accompagnées gratuitement. Pour les grandes entreprises en général, donc c'est plus facile de trouver des ressources pour faire appel à des associations comme Addiction France. Il y a aussi des complémentaires santé. Parfois dans le contrat de la mutuelle de l'entreprise, il peut y avoir un accompagnement aussi sur la prévention des conduites addictives. Il y a des start-up, il y a des partenaires institutionnels, il y a des organismes publics. Et on les trouve tous sur le site, cette liste des acteurs de prévention. Voilà, exactement, avec leurs coordonnées téléphoniques et puis le site internet pour se renseigner. Merci beaucoup. Et je crois que la diapo suivante, c'est l'adresse. Voilà. On vous la remettra aussi de la même manière, les coordonnées, si vous ne les avez pas notées, pour ce site de ressources. Ce qu'on entend en fait à vos présentations, c'est qu'il y a à la fois de l'accompagnement collectif dans les entreprises, que les médecins du travail ou la médecine du travail se déplacent sur place en fonction des besoins, qu'il y a des outils numériques, des plateformes. Et pourtant, et quelqu'un dans la salle a envoyé une intervention dans ce sens-là, on se demande pourquoi on ne communique pas plus en direction du grand public, des entreprises, de chacun, sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de communication et plus d'informations faites sur les addictions en milieu professionnel ? Alors c'est vrai que les grandes campagnes, elles sont faites pour le grand public. On pense au mois sans tabac, mais le mois sans tabac peut très 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 bien être décliné dans l'entreprise. Et l'entreprise peut, un peu en amont du mois sans tabac, décider de faire appel à une association, à une complémentaire santé, où il y a même des entreprises privées comme le Déclic Anticlope, pour justement accompagner les collaborateurs dans leur démarche d'arrêt du tabac. Il y a aussi une campagne qui n'est malheureusement pas initiée par les pouvoirs publics parce que ça a été un choix de la part des pouvoirs publics, mais que vous connaissez certainement pour l'alcool. On parle beaucoup d'alcool et de tabac parce que ce sont quand même les deux facteurs de mort évitables dans notre pays. C'est à peu près 70 000 pour le tabac et 42 000 pour l'alcool. Donc c'est des substances psychoactives qu'il est important de sensibiliser. Et donc il y a une opération qui s'appelle le défi de janvier, le Dry January, qui consiste à faire une pause dans sa consommation d'alcool pendant un mois. Et ça aussi, c'est un bon moyen de relayer dans les entreprises des campagnes publiques. Donc on parle des addictions, mais c'est vrai pas autant qu'on le voudrait. Excusez-moi, j'aurais bien voulu intervenir à ce moment-là. Je suis la personne qui vous a adressé le texto. Je vous en prie, question. J'apprécie beaucoup le contenu et ses précisions, mais je suis un petit peu en défaut sur une politique publique générale. On arrive à ce sujet. Je me dis qu'il y a 40 ans, on parlait déjà de ça. On est en 2022, on y est. On est une petite salle. Il y a 18 millions de salariés en France. Il y a moins de 5000 médecins du travail. Il y a des employeurs, des éleveurs. Moi, je suis médecin du travail depuis peu à la MSA, Morbihan, Ille-et-Vilaine. 88% des entreprises ont moins de 10 salariés.
Donc je trouve que tout ça pour dire que la sensibilisation à l'ensemble des entreprises est un travail soit de longue haleine, puisque 40 ans plus tard on y est encore, soit impose à un gouvernement et à l'ARS et à des grandes structures d'alerter tout le monde pour sensibiliser et après qu'on puisse faire un travail effectivement quand besoin. Mais je trouve qu'il peut être dangereux, enfin pas dangereux, mais attention de ne pas rester entre nous et de se dire il manque le maillage initial de sensibilisation de tous. Et on arrivait à ce moment-là. Voilà. Apporté par qui ? Je crois que c'est une politique publique qui nous revient avec la nouvelle loi en avril, mais nous n'avons pas les moyens humains et temporels pour pouvoir la mener correctement. Donc ce que nous pouvons faire est très important, tous, autant que nous sommes ici dans la salle, mais ça nous dépasse pour atteindre un objectif réel, à mon avis. C'est-à-dire qu'on fait un travail de fourmi aujourd'hui, malheureusement, ce qui rejoint les 80% de personnes addictes qui ne sont pas prises en charge. Alors justement, merci pour votre remarque, Madame, parce que au regard de ce que vous avez présenté et des enjeux qui ont été posés, je souhaitais à nouveau vous interroger, vous la salle, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a listé les freins, vous avez pointé différents éléments donc de freins à une généralisation de ces démarches. Maintenant, je vous propose de refaire l'exercice en sous-groupe, à nouveau sur 6-7 minutes, pour déterminer ce qu'il faudrait faire en répondant à la question que je vais vous poser dans 2 minutes, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole en réponse à la remarque de Madame. Je vous en prie. Oui, alors c'est pas tant en réponse qu'en complément, c'est-à-dire que malheureusement, si on quitte le champ des addictions et qu'on va sur d'autres risques professionnels, ça fait des dizaines, voire beaucoup plus d'années que des gens tombent des toits ou sont enfouis dans des tranchées, voilà, et on est toujours confrontés aux mêmes difficultés. Je pense que le problème est très vaste, hein, c'est vraiment comment on essaye d'instaurer une vraie culture de prévention dans les entreprises, quels que soient les risques et les expositions professionnelles concernées. Donc ça demande effectivement beaucoup de pugnacité, parce qu'on voit bien qu'il faut y revenir autant de fois qu'il y aura de nouveaux dirigeants, autant de fois qu'il y aura de nouveaux salariés, autant de fois qu'il y aura de nouvelles organisations de travail et de nouvelles technologies pour travailler, etc. On peut dérouler le fil très très longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui commandait un peu cette journée et qui doit être porteur d'espoir, en tout cas je l'espère, c'est qu'on voit bien qu'on a en même temps la possibilité de recenser beaucoup de choses qui se font déjà, en termes de santé publique pure par rapport aux individus, en termes de santé publique en milieu professionnel, comme ça a été exposé. Et puis maintenant, il faut aussi qu'on voit comment on peut faire converger le troisième volet, qui est celui d'une approche santé-travail, c'est-à-dire comment on agit sur le travail pour qu'il ne soit pas lui aussi facteur de comportements addictifs, quelle que soit l'addiction. Voilà. Et si on arrive à faire converger ces trois volets, et c'est bien pour cela qu'on est là aujourd'hui, je pense qu'on aura fait un pas de plus, et qu'à force d'en parler, comme les RPS, c'est Renaud qui disait ça ce matin, c'était assez absent des discussions dans les entreprises il y a encore 10 ans de ça, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'en parler, même si ça reste compliqué. On peut au moins en parler, à défaut d'avancer réellement sur le sujet, et donc voilà, soyons opiniâtres, et on finira bien par y arriver. Alors justement, je vous propose de chercher des solutions, à nouveau en reprenant la fiche suivante et en vous remettant par groupe les mêmes groupes que tout à l'heure. Vous avez identifié les freins. On n'est pas obligé d'avoir le même scribe. Je vois les fiches qui passent de main en main en disant non, pas moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même scribe. Si vous le trouvez très bien, vous le gardez, à condition qu'il ou elle soit d'accord. Et je vous donne à nouveau 6 minutes pour répondre à la question suivante. Je vais vous la... Alors, il manque des feuilles, mesdames, pardon. Il manque des feuilles à certains groupes qui n'ont pas de feuilles. Je vous lis la question, ou vous l'avez sous les yeux. Quelles sont pour vous les principales actions à mettre en place pour développer les démarches de prévention au sein des entreprises ? La question, c'est
So what? On a fait le tour d'actions menées par différents acteurs et on voit qu'il y en a. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer, pour aller plus loin? Et vous avez, mesdames, posé les pistes d'action. Voilà, je lance le chrono, c'est parti pour 6 minutes. Voilà. Je suis désolée, on en parlait, on vous a donné du coup un petit peu plus que 6 minutes. Mais c'était sans doute nécessaire pour cette question sur les principales actions qui pourraient être mises en place pour aller plus loin en matière de prévention des consommations en entreprise, en milieu professionnel. Alors si vous voulez nous faire remonter vos réponses, nous allons les partager et les mettre en discussion. D'accord, merci. Je reprends, tout ça. Je suis sûre que ça fait plaisir aux étudiantes de ramasser les copies, hein, de changer de rôle. Alors, on vous a proposé de réfléchir à ces questions des actions. Je vais vous les soumettre et puis je vous propose que très librement vous puissiez vous aussi réagir, discuter, éventuellement compléter les propositions qui sont faites ou les mettre en débat si elles ne vous conviennent pas. Dans les propositions pour aller plus loin, des actions, mettre en place des temps thématiques pour les TPE, des démarches de prévention en entreprise, mettre en place des temps thématiques pour les adhérents des fédérations des addictions. Alors, ça veut dire prendre du temps pour travailler avec les entreprises, mais aussi prendre du temps pour travailler entre professionnels. J'espère que je comprends bien ce qu'était cette proposition. C'est avoir des temps collectifs de réflexion, d'alimentation, des réflexions qui se croisent, qui s'enrichissent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que des temps pour aller parler aux entreprises, c'est nécessaire? Est-ce que des temps pour vous parler entre vous professionnels, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique? Alors oui, tout à fait. Si je prends le cas d'Addiction en France au niveau de la Bretagne, on est plusieurs collègues à travailler en direction du milieu professionnel et on se réunit régulièrement justement pour mettre à jour nos connaissances, échanger sur les entreprises que l'on suit, partager nos expériences, partager nos outils. Donc ça, c'est indispensable, j'ai envie de dire. On a besoin de temps, nous aussi, pour se poser et puis pour réfléchir aussi collectivement à ce à quoi on est confronté, pour améliorer aussi nos pratiques. Et alors par rapport aux temps thématiques, c'est des choses qu'on a proposées aussi. On faisait des temps thématiques sur des demi-journées où on passait par des fédérations entreprises pour attirer du monde. Alors c'est toujours compliqué aussi d'avoir suffisamment de personnes qui assistent à ces temps thématiques, mais je pense que c'est quelque chose à recreuser en tout cas. Et qui pourrait être mise en place, je suis mon idée de ce matin, ce fil rouge sur une dynamique collective en Bretagne. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être mis en place collectivement à l'échelle de la Bretagne avec l'ensemble des acteurs et des partenaires? Il y a mon directeur qui... Alors... Je vous en prie, prenez le micro. L'idée, c'est qu'on part. C'est forcément quelque chose d'important parce que, on l'a dit tout à l'heure dans notre petit groupe, et je pense que les échanges ont amené aussi à cela. C'est plus facile de travailler dans des grandes entreprises ou des grandes administrations que dans les plus petites qui sont très représentées en France et en Bretagne. Donc, de fait, il va falloir trouver d'autres moyens d'intervention, plus fédérés, plus effectivement travailler collectivement. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais on voit bien qu'il y a un enjeu important. Alors, on l'avait initié, comme dit Marianne, il y a quelques années, mais je pense qu'il faut le développer, il faut peut-être passer à la vitesse supérieure et peut-être travailler collectivement aussi ensemble, on va dire tous les spécialistes, parce qu'il n'y a pas que Addiction France, on n'est pas hégémonique, il y a d'autres partenaires, d'autres acteurs
voilà, je pense qu'il faut peut-être dans les perspectives, ça sera quelque chose à travailler. Une première action, en tout cas, peut-être dans les éléments que nous listons, d'action collective, de dynamique partenariale, c'est de pouvoir aller vers les TPE. On l'a dit, elles ont des difficultés, avec des propositions thématiques et d'y aller à plusieurs, avec l'ensemble des acteurs pour leur donner des billes pour avancer. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir dans la salle à cette première piste de travail? Alors on la garde, on va mettre une petite croix. On va garder l'ensemble de vos productions et ça va aider les organisateurs aussi à trouver des pistes opérationnelles à la suite. Je voudrais revenir sur une autre proposition à mettre en place, une action à mettre en place pour aller plus loin. Dans l'un des groupes, vous suggérez de faire une mise à jour des fiches d'entreprise pour prendre contact avec les entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les acteurs de la prévention, il y a une nécessité à identifier les interlocuteurs, à savoir qui sont les cadres, les chefs d'entreprise, les responsables qui peuvent être les partenaires ou en tout cas les interlocuteurs dans les entreprises. Cette connaissance du terrain, est-ce que c'est un besoin et est-ce qu'un inventaire, un annuaire, une mise à jour pourrait aider à votre action ? Alors, non, excusez-moi, non, parce que je me demandais, qu'est-ce que je peux faire de ça? Non, mais parce que je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, ce que vous dites, mais on n'a pas le temps peut-être d'aussi bien faire qu'on aimerait, mais on essaie tous à notre niveau de faire exactement ce que vous dites, prendre contact avec l'entreprise, voir les personnes qui peuvent être référentes et éventuellement... je pense que tous mes confrères, consoeurs, c'est ce qu'on fait au quotidien. Maintenant, c'est vrai que nos secteurs sont très larges. C'est plus compliqué que dans un service autonome parce qu'on a tellement d'interlocuteurs, mais je n'ai pas grand-chose à mon niveau. Je pense que les idées que vous donnez, qui sont très bonnes, et c'est ce qu'on essaye mais le temps... Il manque de temps. Je me dis, il faut commencer petit pour finir grand. C'est pas un truc comme ça. Voilà, mais je n'ai pas de commentaire à faire parce que je crois qu'on fait déjà ça, non ? Voilà, à notre petit niveau peut-être, mais on essaye après. C'est vrai que c'est vraiment bien fait, tous les sites, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça super. Le truc, c'est que mardi dernier, moi, j'ai un employeur, il m'appelle à 8h30, il me dit, là, il m'a vomi sur les chaussures, c'est plus possible. Alors, je lui dis, il y a des trucs, on est encore pris dans les phases aiguës. Et il me dit, il est dans ma voiture, je viens vous voir. Alors, vous voyez, c'est des choses... Je vous l'amène. Ah bah oui, il m'amène, ouais. Je dis comme ça, il me vomira sur les miennes. Mais non, mais c'est des anecdotes. Mais c'est vrai que notre quotidien, c'est des petites choses comme ça. Alors effectivement, on en parle depuis des années, des risques, de la prévention, tout ça, mais il faut continuer. Et je me dis il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de collaborations à mettre en place, et on essaye, mais bon, le travail est colossal. Mais je pense que voilà, mais j'ai pas de commentaire à faire parce que moi j'ai l'impression que ce que vous dites, on le met en place. Maintenant, il se voit peut-être pas assez parce que c'est peut-être une goutte d'eau. Mais moi, aller voir les employeurs, j'ai pas besoin d'avoir une liste de mes référents. J'ai dans mon ordinateur maintenant. Je les appelle pas tout le temps. Je peux pas. Et puis, il y a besoin de temps. Dans les fiches d'entreprise, là, ce qui a été mis, c'est vrai que nous, on a rajouté certains items, quoi. L'addiction, effectivement, maintenant, c'est que quand les ATST quand ils en parlent plus. Enfin, on a essayé de mettre ça aussi, que ça soit un sujet. Je vais revenir sur le tabou, moins tabou. Donc, on essaye d'en parler plus librement. Donc, quand ils vont pour des risques professionnels, l'addiction, c'en est un. Quand il y a voilà, on essaye de parler de plus en plus de ça. Voilà. Mais il faut continuer, voilà. Mais voilà, en fait, j'ai rien à dire. Oui, il faut le faire. On le fait. Oui, il faut le faire et je crois qu'on le fait en plus. Enfin, je crois que mes collègues le font. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu le nombre de médecins, Je crois que c'est ça qu'il faut dire peut-être aussi. Oui, mais bon, les journées ont 24 heures pour tout le monde, pas plus. Voilà, mais il y a mais un autre petit niveau. Plus large, oui. On est tous solidaires de madame. Elle peut pas faire toute seule, non. Si, sans doute.
Je vous en prie, Marianne, vous alliez prendre la parole. Oui, je rejoins complètement ce que vous dites. C'est vrai que quand on accompagne une entreprise, une des questions qu'on pose dans un premier temps, c'est comment se passe le travail avec le service de santé au travail, pour que aussi il y ait un partenariat qui se crée. Donc voilà, s'il y a un service social, c'est bien. Et puis c'est aussi l'occasion de parler des structures ressources externes aussi. Donc on visualise ensemble les structures ressources qu'il y a sur le territoire, pour que l'entreprise aussi ait connaissance de ce qui existe en addictologie, tout ce qui est CMP, etc. Voilà, c'est donner une meilleure visibilité de ce qui existe à l'échelle du territoire. Alors dans les recommandations, plutôt que de faire des listes d'interlocuteurs qui existent déjà, on pourrait recommander peut-être d'avoir plus de temps pour la médecine du travail, tout simplement, pour pouvoir faire ces éléments-là. Je me propose de repartir sur une proposition un peu différente, toujours dans ces fiches que vous avez remplies. Une proposition extrêmement concrète, et je crois qu'elle revient sous une autre forme, c'est des actions de communication, affichage, plaquettes, à l'échelle de la Bretagne, de la région. Est-ce que ça aurait un sens, des actions de communication combinées, partenariales, entre tous les acteurs que vous êtes pour travailler sur ces questions ? Ben oui, c'est extrêmement intéressant et important. C'est une réflexion que l'on a aussi, puisque je trouve que chez nous, c'est ce qui manque un petit peu. Voilà, des outils pour aider les entreprises à communiquer en interne. Donc tout ce qui est affiches, plaquettes, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ouais, tout à fait. Donc une réflexion à poursuivre là-dessus. En commun ? Ben pourquoi pas ? Je vous en prie, vous avez le... Oui, juste pour rajouter que, parce que ce n'était pas l'objectif de la journée, il manque un acteur important aujourd'hui, ce sont les entreprises elles-mêmes. Et si on veut travailler sur des outils efficaces, des propositions, quelles qu'elles soient, des journées thématiques, il faudra partir de leurs besoins. Voilà, c'est tout simple. Mais je crois qu'à un moment donné, ça sera peut-être la deuxième étape, et de ne pas construire des outils entre nous, puisqu'on est tous convaincus ici, hein, je crois que c'est, globalement. Mais je crois que la difficulté, ça va être de passer à l'étape suivante. Mais je pense que d'autres personnes pensent la même chose que moi, d'après ce que j'ai compris, donc je ne vais pas insister. Et puis ça sera peut-être dans les suites aussi de cette journée. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur l'information, la communication, ce qui pourrait aider à aller plus loin ? Pas d'avis ? Alors d'autres pistes que vous avez pu faire émerger, alors je vais revenir, c'est la question des formations, diffuser l'offre de formation et de sensibilisation à contextualiser dans l'entreprise. Est-ce que ce serait intéressant de travailler sur ces questions d'offres de formation? Est-ce que ce sont des éléments qu'on peut trouver sur les plateformes, sur les sites, avoir pour les chefs d'entreprise, pour les cadres, une liste de propositions de formation accessibles aisément? Alors, moi, je ne vais pas parler de formation accessible aisément parce que peut-être que Marianne ou Estelle auront plus de réponses à cette question-là, mais par exemple, si je reparle du mois sans tabac, le portail du mois sans tabac propose des outils très concrets qui sont mis à disposition des entreprises et propose aussi des interventions très concrètes en entreprise. Donc ça, c'est un bon moyen de trouver de l'information en s'appuyant sur ce qui est fait sur le plan national. Au niveau local, où est-ce qu'on trouve ça? Sur notre site internet. Je ne sais pas où vous êtes. Vous voulez prendre le micro? Attendez juste une seconde, le micro arrive jusqu'à vous, ce sera partagé. Et comme on filme, c'est mieux avec le micro, comme ça on garde tout ce que vous dites.
Notre collègue, donc Nathalie Le Gargent, ne peut pas être là aujourd'hui, mais du coup, il y a un site internet Moi Sans Tabac Bretagne qui a été mis en place, donc dans le cadre du collectif Moi Sans Tabac en Bretagne, où vous retrouvez du coup les informations nationales, mais aussi une cartographie Bretagne avec des ressources aussi Bretagne. Et dans le cadre du Mois sans tabac, il va y avoir des temps thématiques. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va être repris cette année avec des propositions de fête. Et je sais que l'année dernière, en tout cas, il y a aussi le milieu professionnel qui s'est mobilisé sur les différentes propositions qui ont été faites dans le cadre du Mois sans tabac. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à les consulter. Si vous allez sur un moteur de recherche, vous faites Mois sans tabac Bretagne et vous arriverez sur le site Bretagne. Voilà. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie. Alors, moi, je voulais revenir sur la proposition que vous avez lue tout à l'heure. En fait, il s'agissait dans un premier temps, et là je rejoins ce que monsieur disait tout à l'heure, c'était de partir de l'analyse de besoins émergents de l'entreprise, à savoir la demande, vraiment la creuser et la contextualiser à fond pour pouvoir répondre et adapter une sensibilisation au plus près du besoin de l'entreprise et vraiment très contextualisé. C'est davantage ça en fait. Donc c'est effectivement en s'appuyant sur des outils qui potentiellement existent déjà de droite et de gauche, mais vraiment repartir d'une situation peut-être problématique qui a pu se dérouler au sein de l'entreprise ou d'un constat, vraiment très personnalisé à l'entreprise elle-même. Parce que de fait, je pense que les salariés que nous aurons en face de nous lors de ces sensibilisations-là se sentiront nettement mieux concernés lorsque l'on parle vraiment de quelque chose qui se passe dans leur secteur professionnel et encore plus dans leur entreprise. Merci. Est-ce que ça veut dire que, si vous voulez garder le micro juste une minute pour creuser ce point, est-ce que ça veut dire que c'est une approche individuelle, entreprise par entreprise, ou à contrario, qui a le besoin de comprendre globalement les besoins des entreprises pour avoir des outils de communication et de formation partagés, mutualisés, qui bénéficient d'une dynamique collective? Alors, on peut effectivement avoir tous ces outils-là en commun, bien sûr. Après, on a un panel, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on va comprendre de l'analyse de besoins que l'on va remonter, que l'on va faire, on va utiliser plus ou moins tel ou tel type d'outil qui va être plus à même de répondre complètement aux besoins et à la demande de l'entreprise en question. Donc, on est sur un scénario pédagogique, si vous voulez, qui va être retravaillé à chaque fois, mais tout en étant quand même, je dirais, dans les grandes largeurs, sensiblement sur les mêmes fonds, quoi, en fait. Ça veut dire que l'étape qui suit, c'est un diagnostic avec les entreprises pour identifier leurs besoins. Voilà. Et derrière, communication, formation, tout ça, ce sont des éléments d'une boîte à outils que collectivement, vous souhaitez pouvoir mettre à la disposition des entreprises. Tout à fait. Qui sollicite. Qui sollicite, bien sûr. Qui sollicite. Très bien. Le micro est juste derrière vous. Il suffit de tendre le... Je vous en prie. Dans le même sens, ça peut être des entreprises, par rapport à un contexte. On peut travailler aussi sur des secteurs plus importants. Par exemple, je prends un exemple tout simple. On a eu, et je fais le lien avec la personne qui a présenté, j'ai oublié son nom, mais à Santé publique France, les chiffres. Voilà. Raphaël, merci monsieur. Et en fait, vous avez présenté par exemple des chiffres, alors si ma mémoire est bonne, dans le secteur de la restauration, on était beaucoup sur des produits stimulants, comme la cocaïne. Bon, si on fait des affiches de prévention, ça peut être intéressant qu'elles ciblent aussi la réalité, en fait, qui correspond à un secteur. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler avec des entreprises, mais aussi avec des grands secteurs. Mais en tous les cas, les propositions, elles doivent partir effectivement des besoins, des attentes et des réalités, quoi. Voilà. Merci. Cathy Simon. Oui, moi j'avais une remarque parce que effectivement, les gens motivés, effectivement, c'est les gens qui seront en capacité de dialoguer. Sauf qu'on sait bien que les problèmes, si on veut pas les voir, on va pas en parler et on va pas solliciter. Or, la prévention, elle est justement un petit peu, si on veut être dans une action de prévention, c'est justement de pas attendre le problème et parce qu'on va être dans une confrontation et là on va renforcer les freins à ne pas en parler. Donc c'est pour ça que, en écoutant là, je me disais, c'est aussi, on parle travail,
mais le lieu du travail, c'est un espace de vie sociale. Et je pense que si on ne regarde pas ça, et si on ne regarde pas cet aspect-là, on va effectivement se retrouver avec des gens qui seront en souffrance au travail parce qu'ils seront en poste isolé, parce qu'ils n'auront pas de lien social, parce que effectivement tous les espaces, si on est travail, tous les espaces où on va pouvoir créer ce lien interhumain, parce que c'est juste humain en fait, hein, cette histoire-là, je veux dire, on en a tous besoin. Et effectivement, si à un moment donné on ne se décale pas, je pense que la prévention, elle doit aussi être un peu, à un moment donné, décalée du côté de l'humain et de juste ce dont on a besoin. C'est la pyramide de Maslow, le premier étage. Sinon, c'est pas la peine de regarder. Là aussi, ce qui était assez intéressant, c'est que si les premiers besoins sont pas assurés, on peut toujours se dire oh, on va aller faire un projet thérapeutique pour qu'il s'épanouisse, celui-là, ou un projet de travail pour qu'il s'épanouisse. Sauf que s'il n'a pas la sécurité initiale, en fait, eh ben, on peut toujours courir, j'ai envie de dire. Les addictions, elles arriveront en fait à différents niveaux, parce que forcément qu'on veut tous arriver en haut de la pyramide, sauf qu'on n'a pas, on n'a pas tous les mêmes moyens de base, et effectivement le milieu du travail va pouvoir nous aider à grimper petit à petit, si tant est que la base elle soit là, quoi. Donc je crois qu'il y a aussi cette dimension sociale qui est vraiment importante à penser dans les programmes de prévention, en fait, parce que on parle du déni de l'individu, mais le déni collectif c'est encore plus fort, hein. Et alors là, je vous souhaite bon courage. Quand il y a un déni collectif, allez-y. Hein. Merci. Et cette question du déni rejoint la question du tabou que vous avez développé beaucoup à cette table. Je poursuis dans ma lecture des éléments que vous nous avez envoyés, proposés. Beaucoup de choses autour de la communication ciblée, adaptée aux besoins, on l'entend, mais avec d'ores et déjà des éléments de message qui pourraient constituer une communication collective autour de la pédagogie, de la démonstration du lien gagnant-gagnant, qui pourrait être un élément à apporter dans la communication, la sensibilisation à faire collectivement. Gagnant-gagnant, j'ai peut-être besoin d'une explication. Gagnant-gagnant, c'est l'entreprise, le salarié. Qui sont les deux gagnants de cette équation-là? Je ne sais pas quel était le groupe qui... J'ai 2 jeunes enfants, je pensais qu'on m'entendait encore. Non, ce qu'on voulait dire, c'est sensibiliser le dirigeant principalement au lien qu'il peut y avoir entre la prévention et puis le gain en termes de production et de performance, tout simplement. Et le lien, et ce que ça pouvait avoir comme bénéfice et comme vertu. C'était ça. Donc développer effectivement un message qui donne envie aux dirigeants, cadres d'entreprise aussi, de prendre cette question à bras-le-corps. Oui, et ça demande un petit peu de pédagogie, parce que ce qui était dit ce matin sur évidemment tout le lien avec les risques psychosociaux, c'est quand même des choses qu'on a parfois un peu de mal à faire entendre aux employeurs, en leur disant voilà, oui, tous les effets en cascade qu'il peut y avoir à faire de la prévention. L'employeur, il n'a pas spontanément en tête, donc il a tendance aussi rapidement à se dire que ça ne concerne pas son entreprise, parce qu'il n'en voit pas des signes toujours très visibles, et que nous, on va plutôt être dans l'idée de lui dire l'absentéisme et tous ces signes moins évidents pour lui vont être la traduction de tout ça, et vont nécessiter de travailler la prévention. Merci beaucoup. Je crois avoir fait le tour de ce que je vois dans les fiches. Ce qu'on a vu dans les fiches en termes d'action collective à mettre en place, c'est d'abord, et vous avez été plusieurs à le dire, comprendre les besoins des entreprises pour pouvoir y répondre. Donc peut-être un premier travail à faire pour aller vers ces entreprises, au-delà du déni possible, pour comprendre où sont leurs besoins, ce qui pourrait les aider à avancer. Une première étape pour un travail collectif à l'échelle de la région.
et puis un temps qui serait un temps de proposition après cette identification des besoins et qui permettrait de développer collectivement à la fois de la formation, de l'outillage, de la communication. Et sur la communication, vous avez eu beaucoup d'idées sur sensibiliser qui, avec quel message, ce gagnant-gagnant, et pour faire quoi dans les entreprises en portant quel message. Et vous avez aussi développé un certain nombre d'outils qui sont des outils qui existent déjà. Alors, sans vous donner ces éléments de façon exhaustive, il me semble que vous avez déjà dessiné cet après-midi des pistes de travail collectives pour la suite. Je n'ai peut-être pas tout vu dans ces fiches. Est-ce que vous voulez, avant la conclusion, peut-être compléter ? Est-ce que dans ce que j'ai résumé un peu rapidement, il y a toutes les idées que vous aviez en tête pour avancer sur la prévention, ou est-ce qu'il manque des choses ? Une idée force qui aurait été oubliée? Il y a à peu près tout. Les sous. Ça va avec, effectivement, il faut financer l'humain. Monsieur, vous aviez sollicité, est-ce que c'est sur ce point-là? S'il y a des projets collectifs, comment on finance, disait madame, on retient ça. Non, moi j'avais mis plus à titre personnel aussi en termes de modernisation de nos communications. Là, le site internet, du coup, je l'ai trouvé relativement bien. Après, c'est vrai que travailler avec des affiches, sur une affiche qui se retrouve en entreprise entre les actions syndicales, le règlement, enfin, est-ce qu'elles sont vraiment consultées à hauteur de ce qu'elles devraient être? Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Moi, je suis aussi sur les réseaux et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui vont dans le sens des réseaux sociaux pour faire transmettre des idées, notamment aux utilisateurs un peu plus jeunes. Concernant aussi par exemple l'INRS qui fait des choses très bien, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est Apo ou Mapo, le petit bonhomme là qui fait des Napo. Napo, c'est très simple, sauf qu'on va présenter ça à des entreprises, on va dire vous vous foutez de notre gueule, attends, on n'a pas 3 ans, on va pas... Enfin, voilà, c'est comment on pourrait trouver des supports plus modernes qui vont toucher tout le monde et qui vont avoir plus d'impact. On sait qu'aujourd'hui, passer un film de 10 minutes, c'est pas ce qui va toucher. Ça va plus être une vidéo courte de 5 secondes sur les réseaux sociaux où les gens vont se dire peut-être que là, je pourrais réfléchir à ça. Enfin, après, voilà, toujours trouver la limite entre santé publique, santé au travail. Comment on pourrait mélanger tout ça pour être plus efficace tous ensemble, quoi. Et les bons outils pour les bons publics, voilà. Les bonnes cibles. Merci. Donc, on ajoute cet élément-là dans la réflexion au niveau des outils. D'autres suggestions de compléments? Je vous en prie, madame. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser une question plus globale sur ce qu'on a vu ce matin, les représentations sociales, la place des lobbies, enfin, il y a aussi des questions qui sont plus politiques là derrière et qui ont forcément un rôle aussi, quoi. Comment est-ce que vous envisagez ça? Est-ce que ça veut dire que collectivement, vous puissiez vous interroger sur ces représentations à l'échelle de la société, sur le rôle des différents acteurs? Vous imaginez un levier d'action sur ces questions-là? Moi, je pense que déjà en parler comme ça, c'est bien, mais sinon, ça veut dire, c'est ce que vous redisiez avant, c'est un engagement de l'État, peut-être plus fort sur certaines questions. Par exemple, le fait que Dry January, c'était pas spécialement soutenu par l'État, ça pose question. Alors qu'on parle d'addiction. Enfin, voilà. Non, mais c'est des questions qui sont forcément politiques et je pense qu'il faut le dire qu'il y a aussi des questions. Enfin, on a beaucoup parlé de prévention, de choses qui sont très intéressantes, mais ça concerne aussi le politique, je pense. Je vais m'autoriser à mettre les pieds un petit peu dans le plat. Est-ce que pour vous, acteurs, la question du plaidoyer sur ces questions-là, sur la prévention, ça vous semble possible, pertinent, hors de propos ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment notre rôle. J'ai du mal à me représenter ça comme notre rôle dans les services de santé au travail, par exemple. Mais je pense que ça peut être le rôle d'autres organisations et qui peuvent aussi avoir un impact. Ouais. On voit sur le mois sans tabac, par exemple, tout ce qui a été mis en place au niveau du tabac, l'augmentation du prix. Il y avait vraiment énormément d'actions coordonnées et je pense que ça a beaucoup aidé. Je vous en prie. Il est juste derrière. À nouveau, tendez le bras. C'est parce que vous m'avez tendu la parole quelque part à travers ce que vous avez dit sur le plaidoyer. Nous, en fait, c'est notre rôle à Addiction France parce que nous sommes une association nationale et nous avons une partie de notre association, une des missions, c'est d'interpeller
et notamment les pouvoirs publics. Et il va y avoir, alors je suis désolé, mais elles sont là en cours de diffusion, des affiches qui vont être réalisées par l'association et qui vont interpeller les politiques. Alors je vous donne juste un peu l'esprit. Ça va être Emmanuel M, et on parle d'un produit, Jean-Luc M, etc., Marine L, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est des affiches qui sont constructives, mais qui provoquent un petit peu l'échange et qui interpellent les politiques. Et je crois que c'est important d'interpeller dans cette période électorale ou préélectorale. Parce que c'est un sujet quelque part politique, on l'a dit. Effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie, Cathy. Alors, après, sur la question, on est tous citoyens et on a tous le droit d'intervenir. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le Dry January, en fait, c'est qu'on peut tous décider d'y participer et de s'inscrire dans la dynamique. Et de fait, effectivement, c'est la question du mouvement, c'est-à-dire est-ce qu'on attend que ça descende en haut ou est-ce qu'on fait remonter du bas? Et c'est un peu, voilà, voilà, comment on peut tous ensemble aussi avancer, quoi. Et on peut adhérer à Addiction France pour donner du poids à cette association aussi, ou à d'autres associations. Enfin, voilà, c'est aussi à un moment donné... on est tous chacun des acteurs. Donc ça, c'était pour juste dire on peut rien faire de... Bah si, on peut faire des choses et on est libre de penser et on est libre d'agir tant qu'on respecte la loi, bien entendu. Et j'avais juste une question, enfin en tout cas, je me disais, mais parce que je suis déformée, vous me pardonnerez, mais je me disais que ça serait peut-être bien aussi dans un plan de prévention, comme on le fait dans les soins, quand les gens sont hospitalisés, on désigne une personne de confiance qui est en capacité d'accompagner toutes les personnes qui arrivent dans un hôpital ou dans un centre de consultation, en fait, pour mieux comprendre les soins, pour mieux intervenir. Je me demandais si, en matière de plan de prévention, c'est pas une idée qui pourrait être... Alors, peut-être pas la personne de confiance, hein, mais en tout cas, ça serait peut-être quelque chose à développer aussi... Au sein des entreprises. Alors, au sein des entreprises, effectivement, alors il y a peut-être déjà des systèmes comme ça, hein, puisqu'il y a les anciens CHST, c'est les personnes ressources. Enfin, ce dont j'ai connaissance, c'est des personnes qui, souvent d'ailleurs, en tout cas en matière d'alcool, ont pu connaître cette dépendance-là. Mais est-ce que justement, on ne pourrait pas déployer ça, être attentif à l'autre, être en capacité d'être attentif à l'autre? Voilà, c'était une question que je me posais. Alors, ça se fait déjà. Hein. Il y a des entreprises qui sont demandeuses de ce type de dispositif, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle des personnes relais aux ressources, aux référents, et qui effectivement vont être repérés par les professionnels qui souhaitent échanger sur leur consommation ou qui peuvent être en difficulté, et donc qui vont solliciter cette personne. Alors pour diverses raisons sur cette thématique, ou alors parce qu'elles souhaitent rencontrer une structure, mais elles ne savent pas vers qui s'orienter. Enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut être mis en place. Ouais. À développer peut-être. Merci pour cette suggestion. Voilà, je surveille l'heure du coin de l'œil. Merci à toutes les trois d'avoir... alimenter et animer cette table ronde. Et avoir alimenté la réflexion avec les actions que vous avez pu nous présenter. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu de ces propositions à faire pour la suite, pour une action qui pourrait être une action commune à l'échelle de la Bretagne avec l'ensemble des acteurs. On a quelques pistes de méthodes, d'action pour cette action collective. On a quelques exemples aussi pour alimenter les différentes étapes de cette méthode. Et ce sera maintenant aux organisateurs de s'emparer de tout ce travail que vous avez réalisé, pour aller plus loin et puis vous faire des propositions dans les mois qui viennent.